Il y a beaucoup de menaces de guerre, menaces d'espionnage, menaces de vol de technologie. On est quand même dans une époque assez tendue. La principale menace terroriste depuis maintenant plusieurs années reste la menace djihadiste, la menace islamiste. Vous venez de réaliser un documentaire sur la DGSI et vous y révélez notamment les coulisses d'une enquête antiterroriste d'ampleur. Oui, alors ça c'est une opération particulièrement complexe qui a demandé des mois et des mois d'efforts, qui a demandé la mobilisation d'une grande quantité d'agents de la DGSI. Finalement, le point de départ, c'est un tuyau avec donc la possibilité qu'une cellule terroriste ait des projets contre la France. On est aux alentours de 2016. Et à partir de là, un contact se noue et en fait, d'une façon assez originale, la DGSI décide de piéger les terroristes en leur faisant croire qu'ils sont en contact avec un autre terroriste qui est prêt à passer à l'action ou qui a des potentialités en tout cas de les aider pour frapper en France. Et au bout de mois et de mois d'attente, de désillusions, de rendez-vous ratés avec donc les terroristes qui naturellement sont des gens extrêmement paranoïaques, méfiants, on aboutit à l'interpellation d'individus qui clairement voulaient tuer en France et donc on évite, pour dire les choses comme elles sont, un massacre comme celui du 13 novembre 2015. Cette histoire a presque 10 ans maintenant. Les méthodes de la DGSI ont-elles évolué depuis ? Ils sont montés en puissance. C'est-à-dire qu'après les attentats de 2015, il y a naturellement une mobilisation de tous les services de renseignement français et européens, pour ne parler que des Européens, mais en réalité on peut aussi parler des services de renseignement américains par exemple, pour justement contrer cette menace. Alors ça suppose un investissement sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça suppose un investissement en termes de coopération internationale, en termes d'échange d'informations. En 2015-2016, et c'est ce qu'on explique dans le documentaire, on est face à des menaces projetées depuis l'extérieur, en l'occurrence depuis la Syrie, depuis l'Irak. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce qui se passe en 2025, c'est que non seulement la menace est devenue plus endogène, plus liée à la France directement avec des individus comme le dernier terroriste de Mulhouse par exemple, qui agit seul parce qu'il est inspiré, parce qu'il est endoctriné, parce qu'il est excité par une propagande islamiste. Et puis parallèlement à ça, des organisations terroristes qui essayent de projeter des menaces depuis l'étranger. C'est toujours une menace très forte et je dirais même que si on prend les théâtres d'opérations extérieures des djihadistes, le Sahel, l'Afghanistan, la Somalie, la situation est plutôt en voie de dégradation, ce qui signifie également pour un service de renseignement comme la DGSI qui traite de la menace en France, mais qui naturellement doit tenir compte de la possibilité que cette menace extérieure vienne chez nous, ça signifie que la menace à l'extérieur, sur les zones de djihad, devient effectivement assez préoccupante. C'est un combat quasi éternel et en tout cas en permanence se remettre en question. Les méthodes du contre-espionnage suppose évidemment d'être un peu créatif, d'être en capacité d'imaginer ce que l'adversaire va tenter d'obtenir. Vous racontez aussi comment la DGSI lutte contre l'espionnage sur le sol français. Dans le contexte géopolitique actuel, en quoi c'est une mission indispensable ? La première raison, c'est que l'espionnage, ça n'a jamais cessé. Et que naturellement, si on parle aujourd'hui beaucoup de la Russie, il y a un certain nombre d'autres pays qui ont également intérêt à essayer de perturber, de créer des difficultés à la France. Et naturellement, le contexte actuel de la guerre en Ukraine, avec les messages extrêmement hostiles adressés à la France et à l'Europe par Moscou, font que le contre-espionnage est devenu une activité absolument essentielle. Il y a également aujourd'hui, en 2025, toute la dimension naturellement des influenceurs, si je puis dire, de la nécessité ou de l'intention de certains États de diffuser des fausses nouvelles, de déstabiliser des événements. Il y a eu au moment des Jeux Olympiques de Paris un travail très important qui a été fait pour éventuellement contrer des vidéos mensongères, des informations mensongères. Là, on n'est pas forcément dans le contre-espionnage pur et dur, mais on est aussi dans la lutte
contre justement cette volonté de nuire en fait à la France. Et je pense que c'est ça l'élément central, c'est vraiment de lutter contre ceux qui veulent nuire à la France. Ce qui est intéressant en matière de contre-espionnage, c'est qu'on est dans le secret du secret. Et donc on est vraiment dans un monde de contact, dans un monde de prudence, de difficulté. Certains expliquent que si le contre-terrorisme est un jeu de dames, le contre-espionnage est un jeu d'échecs. Par exemple, la personne dont on parle dans le documentaire est sur le papier un diplomate qui travaille dans une ambassade. À partir de là, il faut naturellement pas faire n'importe quoi. Et donc, pour prouver que cette personne est non pas le diplomate qu'il dit être, mais en réalité un espion, il faut vraiment le surprendre en action. Mais on n'est pas dans le fantasme ni du James Bond, ni non plus du pénitencier à vie. L'important est de garder à la fois une relation et en même temps de montrer une vraie fermeté. Ils sont partout. Ça pourrait être votre sœur ou votre voisin. Vous ne le saurez sans doute jamais. Coup de projecteur exceptionnel sur des héros très discrets. Comment êtes-vous parvenu à côtoyer ce service si occulte? On a commencé il y a plus de 2 ans à prendre contact avec celui qui était à l'époque le directeur général de la sécurité intérieure, Nicolas Lerner, qui nous a effectivement dit qu'il était intéressé par notre proposition et c'est comme ça que ça a démarré. De cette façon-là, c'est vraiment la première fois qu'ils ouvrent de façon aussi large leurs portes. Et ce qui nous a frappé avec Christophe, c'est justement cette volonté d'expliquer. Parce qu'on a vraiment senti que pour eux, c'était important de raconter ce qu'ils font, avec la contrainte absolue qu'on est dans le monde du secret, en fait dans le monde des secrets, le secret défense, le secret de l'instruction judiciaire, quand ce sont des affaires judiciaires, et puis le secret tout court, parce que par définition, qui dit renseignement dit secret. Immersion exclusive au cœur du plus secret des services secrets.